La nuit crachait sa mélancolie sur les toits de Montmartre, une pluie fine et persistante qui caressait les pavés luisants et se mêlait aux larmes invisibles d'une ville qui ne dormait jamais. Au cœur de ce tableau humide, un homme, dont le nom était Antoine Dubois, s'apprêtait à baisser le rideau métallique de son petit garage, l'atelier des rêves brisés, comme il aimait l'appeler avec une pointe d'ironie amère. Ses mains, maculées de cambouis et marquées par des années de labeur acharné, tremblaient légèrement. Non pas de froid, mais du poids écrasant de l'incertitude qui l'étranglait. 50 €, c'était tout ce qui lui restait en poche après une journée où les rares clients s'étaient contentés de se plaindre du prix de l'essence, sans laisser la moindre petite réparation fructueuse. Le loyer, une épée de Damoclès de 900 €, devait être payé le lendemain, et Antoine ne voyait aucune issue. Son père, un homme solide et silencieux qui lui avait légué cet atelier avec la promesse que le travail honnête finit toujours par payer, était parti trop tôt, laissant derrière lui des dettes et un héritage de sueur et de dévotion qu'Antoine s'efforçait en vain de faire prospérer. Le contraste entre sa vie, faite de privations et de sacrifices, et l'opulence des beaux quartiers parisiens était une blessure ouverte, un rappel constant de l'abîme qui séparait son existence précaire des destinées dorées qu'il croisait parfois, sans jamais les toucher. Alors qu'il tirait sur le rideau avec une lassitude infinie, une silhouette apparut dans la lumière des lampadaires, une forme fantomatique avançant à travers le voile de pluie. C'était une femme, trempée jusqu'aux os, qui poussait une moto de luxe, une Triumph Truxton rutilante qui semblait tout droit sortie d'un magazine, mais à présent recouverte de boue et de tristesse. Son pas était lourd, épuisé, chaque mouvement une lutte contre le vent et le poids du véhicule. Antoine, d'abord résigné, sentit une piqûre d'humanité remuer en lui. Il sortit, oubliant son propre désespoir pour un instant sous la pluie glaciale. La femme leva la tête et ses yeux, d'un bleu profond malgré la fatigue, croisèrent les siens. Une lueur de vulnérabilité y brillait, une peine authentique que le vêtement de cuir coûteux ne pouvait masquer. Ses cheveux blonds, libres de toute coiffure sophistiquée, étaient collés à son visage magnifique. Elle marmonna que sa moto l'avait lâchée à quelques kilomètres de là, près du parc des Buttes-Chaumont, et que personne ne répondait à son appel d'urgence. Elle avait marché, ou plutôt poussé, pendant des heures, la rage et l'épuisement se disputant la place dans son cœur. Antoine la fit entrer et ensemble, ils poussèrent le bolide à l'intérieur de l'atelier, dans la lumière crue des néons qui rendaient les détails de son désarroi encore plus criants. Il lui tendit une vieille serviette éponge et une tasse de café fumant, son dernier geste de confort qu'il pouvait offrir à quiconque. Elle accepta, serrant la tasse chaude comme un trésor, ses mains déliées par le froid et l'effort. Antoine fit un diagnostic rapide, une panne sèche. Le réservoir était vide et la pompe à carburant avait été forcée, brûlant un composant essentiel. Une réparation complexe nécessitant des pièces rares et une expertise certaine, et surtout un coût de 500 € entre les pièces et la main-d'œuvre. Le visage de la femme se décomposa. Elle ouvrit son sac à main, des gestes hésitants qui trahissaient une gêne profonde. Un portefeuille fin, à l'intérieur un billet de 40 € et une carte de crédit visiblement bloquée. Elle expliqua d'une voix presque inaudible les problèmes bancaires, l'impossibilité de payer. Antoine la regarda, ses yeux plongés dans la détresse de cette femme, et le conseil de son père résonna. L'humanité ne coûte rien, mais elle vaut des millions. À cet instant, les problèmes de son propre loyer s'estompèrent face à la détresse pure qu'il avait devant lui. Il décida, sur un coup de tête, ou plutôt sur un élan de son cœur trop généreux pour son propre bien, de l'aider. « Je vais la réparer », dit-il simplement, sa voix rauque mais ferme. « Ce soir, gratuitement, vous pourrez la récupérer demain matin. » Elle le regarda, les yeux écarquillés, l'incrédulité et la gratitude se mêlant dans son regard. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues rougies par le froid. Personne, jamais, ne lui avait offert une telle aide sans rien attendre. Antoine sourit tristement. Rien à remercier. Elle devait juste trouver un moyen de rentrer. Elle habita le Marais, à l'autre bout de la ville. Les 40 € ne suffiraient pas pour un taxi, surtout après la réparation promise.
Sans réfléchir, Antoine sortit son propre portefeuille. Il lui restait ses précieux 50 €. Il en tira un billet de 20, le lui tendant. « Prenez ça pour le taxi », dit-il, sentant un vide se creuser dans son estomac, mais une chaleur étrange dans sa poitrine. « Juste Sophie », murmura-t-elle finalement, prenant l'argent de ses mains tremblantes, son regard posé sur lui comme s'il était un sauveur. « Je n'oublierai jamais Monsieur Dubois, jamais. » Puis elle disparut dans la nuit parisienne, laissant Antoine seul avec la Triomphe rutilante et ses 30 € restants, mais un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il se mit au travail, puisant dans ses propres réserves de pièces, celles qu'il gardait pour un jour de pluie, ignorant que la pluie de ce soir-là n'était pas juste une averse, mais le début d'un ouragan qui allait tout emporter sur son passage. Dans le silence de l'atelier des rêves brisés, éclairé par les néons blafards, Antoine travailla méthodiquement. Chaque geste précis, chaque outil manié avec l'expertise d'un horloger réparant un mécanisme délicat. Il oublia la faim et le froid, la fatigue et les soucis. La Triomphe, immobilisée sur le pont élévateur, devint son seul monde. Il défit la pompe à carburant, ses doigts agiles, démêlant les fils et les connecteurs grillés par la surcharge. Les pièces de rechange, qu'il avait chèrement acquises et qu'il réservait pour des réparations dont il tirerait un profit, furent sacrifiées sans hésitation. L'odeur de l'huile moteur et du métal chaud emplissait l'air. Une mélodie familière pour lui, celle de l'effort et de la persévérance. 6 heures passèrent comme un éclair. À minuit, la moto rugit à nouveau, le son parfait du moteur vibrant dans l'atelier désert. Il la nettoya, la polissant avec un chiffon doux jusqu'à ce que le noir profond de la carrosserie reflète son propre visage fatigué. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une fraîcheur mordante. Antoine sortit, une cigarette entre les lèvres, regardant le ciel parisien enfin dégagé. Il pensa à son père, à la fierté qu'il aurait ressentie, à ses propres sacrifices. Il espérait que, de là où il était, il le regardait avec approbation. Le lendemain matin, une anxiété sourde le rongea. Les 30 € au fond de sa poche étaient une réalité brutale. Le propriétaire, un homme au visage rond et aux manières brusques nommé Bernard Dupont, ne transigerait pas. L'expulsion le guettait. Il ouvrit le garage avec une lourdeur presque physique. À sa surprise, Sophie était déjà là, assise sur les marches, son visage tiré par la nuit qu'elle semblait avoir passé sans sommeil, mais ses vêtements de cuir, à présent secs, lui donnaient une allure plus digne. Elle se leva, les yeux fixés sur la Triomphe, resplendissante sous les lumières du matin. Antoine la fit démarrer. Le moteur vrombissant, doux et puissant, résonna dans le petit garage. Sophie fit le tour de la moto, la touchant du bout des doigts, un geste qui trahissait une connaissance profonde de ces machines. Ses yeux brillèrent d'une émotion qu'Antoine ne sut pas déchiffrer. En quelques mots, elle le remercia, sa voix empreinte d'une sincérité désarmante. Avant de remonter en selle, elle sortit une petite carte de visite de son sac à main, simple, élégante. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, Monsieur Dubois, dit-elle, n'hésitez pas, appelez ce numéro. » Antoine prit la carte. Il y avait juste un nom, Sophie Laurent, et un numéro de téléphone. Pas d'entreprise, pas de titre, rien d'autre. Il hocha la tête, rangeant la carte dans son portefeuille, non sans une pointe de curiosité. Sophie enfourcha la Triomphe, le moteur vrombissant à nouveau, et disparut dans le tumulte matinal de Paris, laissant derrière elle un sillage d'essence et de mystère. Antoine se retrouva seul, la carte de visite de Sophie Laurent pesant étrangement lourd dans sa poche. Les jours qui suivirent furent une descente aux enfers. 2 petites réparations, 70 €, c'était tout. La solitude de l'atelier, habituellement son refuge, devenait une prison. Les 30 € avaient fondu. Il mangeait des soupes instantanées, évitant le regard de son propriétaire quand celui-ci passait sans s'arrêter, comme un faucon guettant sa proie. Le vendredi arriva, implacable. Bernard Dupont apparut, non pas seul, mais flanqué de 2 colosses aux allures menaçantes. Le message était clair, brutal.
Soit tu paies le loyer lundi, Antoine, soit tu dégages. Et le garage avec. La menace, froide et nette, résonna dans les murs de l'atelier. Antoine sentit son sang se glacer. C'était la fin. Il avait lutté, mais la ville impitoyable allait avoir raison de lui. Le week-end fut un tourment. Il ne dormit pas. L'image de son père, travaillant sans relâche dans cet atelier, hantant ses nuits blanches. Perdre cet endroit, c'était perdre la dernière parcelle de son identité, de son histoire. Dimanche soir, alors que le désespoir atteignait son paroxysme, son regard tomba sur le portefeuille, sur la petite carte de Sophie Laurent. Il s'était juré de ne jamais l'appeler, par principe, par fierté. Mais la perspective de tout perdre, de voir le rêve de son père s'éteindre, était insupportable. Il hésita, le téléphone à la main, son cœur battant la chamade. Et si elle ne se souvenait pas de lui? Et si elle se moquait de son désarroi? C'était une femme qui conduisait une Ducati, une personne d'un autre monde. Pourtant, quelque chose en elle, cette nuit pluvieuse, avait résonné avec la fragilité de son âme. Il prit une profonde inspiration et composa le numéro, les doigts tremblants. Une voix professionnelle, féminine, répondit presque instantanément. « Bureau de Madame Laurent, bonjour. » Antoine resta muet, sa confusion palpable. « Bureau ?» Ce n'était pas un simple numéro personnel. Je m'appelle Antoine Dubois, bredouilla-t-il, sa voix étranglée. Une brève pause, puis, à sa surprise, une autre voix prit le relais. Une voix qu'il reconnut immédiatement, chaleureuse et surprise. « Antoine, c'est Sophie. Quelle bonne surprise. Y a-t-il un problème ?» Thomas, ses défenses brisées, raconta tout, d'une voix rauque de désespoir. Le loyer, Bernard Dupont, les 2 gros bras, l'expulsion imminente, la fin de tout. Sophie l'écouta en silence, sans l'interrompre. Puis, elle l'arrêta doucement. « Ne vous inquiétez pas, Antoine, venez demain. Avenue des Champs-Élysées, numéro 92, 5e étage, 10 heures. Nous en parlerons. » Antoine raccrocha, submergé par une vague d'émotions contradictoires. Soulagement, bien sûr, mais aussi une pointe d'appréhension. Qu'allait-il trouver derrière ce numéro, cette adresse prestigieuse? Le monde de Sophie Laurent était manifestement bien plus grand et complexe qu'il ne l'avait imaginé. Il savait déjà qu'il franchissait un seuil, mais il ignorait encore à quel point ce pas allait le catapulter dans une dimension qu'il n'aurait jamais pu rêver. Le soleil du lundi matin, timidement levé sur Paris, éclairait d'une lumière crue les Champs-Élysées, majestueux et imposants. Antoine, mal à l'aise dans son unique costume, hérité de son père, et qui sentait encore l'huile de moteur malgré plusieurs lavages, se sentait étrangement déplacé. Chaque pas sur les larges trottoirs, chaque vitrine luxueuse qu'il croisait, soulignait un peu plus l'abîme entre son monde et celui-ci. L'adresse, le numéro 92, était un immeuble haussmannien grandiose, avec un portier en uniforme impeccable qui le regarda de travers. Antoine traversa le hall en marbre, se sentant le plus petit des hommes. Au 5e étage, une plaque dorée scintillait. Laurent Motors International. Le nom lui fit un petit choc. Motors, International. Ce n'était pas juste Sophie. Ce n'était pas un bureau banal. C'était un empire. Une secrétaire élégante, au maintien impeccable, l'accueillit avec un sourire professionnel, sans chaleur. Elle le conduisit dans une salle d'attente somptueuse, où le silence n'était brisé que par le doux ronronnement de la climatisation et le froissement des pages d'un magazine de luxe. Antoine s'assit, ses mains moites sur ses genoux, le cœur battant dans sa poitrine. Puis, la porte s'ouvrit et Sophie apparut. Il la reconnut, bien sûr, mais c'était une version magnifiée de la femme trempée qu'il avait rencontrée sous la pluie. Un tailleur gris parfaitement coupé épousait sa silhouette. Ses cheveux blonds avaient été coiffés avec une précision chirurgicale et un maquillage subtil accentuait la force de son regard. Elle dégageait une aura de pouvoir et de détermination, le genre de femme qui commandait le respect par sa seule présence. Elle n'était plus la femme en détresse, mais une PDG, une magnate. « Antoine », dit-elle, son prénom sonnant étrangement dans ce décor opulent.
Son sourire était chaleureux, mais teinté d'une autorité nouvelle. Elle le fit entrer dans son bureau, immense, avec une vue imprenable sur les toits de Paris et la courbe élégante de la Seine. Des diplômes encadrés ornaient les murs, des prix brillants sur des étagères, des photos avec des personnalités politiques et des acteurs célèbres. C'est à ce moment-là que la réalité le frappa de plein fouet. Cette femme, qui l'avait aidé avec ses derniers sous, était une figure de l'industrie, une puissance économique. Sophie s'assit derrière un bureau en verre et son regard, doux mais perçant, se posa sur Antoine. Elle lui expliqua. Elle était la PDG de Laurent Motors International, une des plus grandes entreprises de motos de luxe en France, avec des centaines d'employés et un chiffre d'affaires annuel de plusieurs dizaines de millions d'euros. Cette nuit-là, la panne de sa Triumph n'avait pas été un hasard. Elle rentrait d'une réunion exténuante, le poids de ses responsabilités pesait sur elle comme un fardeau. Elle aurait pu appeler des dizaines de personnes de son réseau pour la dépanner, faire remorquer sa moto sans le moindre effort. Mais elle avait voulu tester, voir s'il y avait encore, dans cette ville cynique, une once de gentillesse désintéressée, un geste gratuit d'humanité. « Vous, Antoine, vous avez réussi ce test », dit-elle, un léger sourire aux lèvres. « Vous avez sacrifié vos derniers euros pour aider une inconnue, sans poser de questions, sans rien attendre en retour. C'est ce type de personne que je cherche. » Antoine l'écoutait, sidéré, la bouche légèrement entr'ouverte. La gentillesse comme un test. Il se sentait à la fois flatté et un peu manipulé. Mais ce sentiment fut vite balayé par la compréhension de l'opportunité qui s'ouvrait à lui. Sophie lui expliqua qu'elle était sur le point d'ouvrir une nouvelle division dédiée à la réparation et à l'entretien des motos premium. Un réseau de garages de pointe à travers la France. Elle cherchait quelqu'un d'intègre, de compétent, quelqu'un qui avait du cœur pour gérer le garage principal de Paris, quelqu'un comme lui. « Je vous offre le poste de responsable technique », annonça-t-elle, sa voix ferme. Un salaire de 3 000 € par mois, un contrat de travail en bonne et due forme, avec toutes les assurances et les congés. Et après 1 an, si vous faites vos preuves, un poste de directeur technique avec un salaire qui doublera. Antoine était sous le choc. 3 000 € par mois, doublé. C'était plus que tout ce qu'il avait jamais rêvé. Son esprit, habitué à la lutte quotidienne, avait du mal à intégrer cette nouvelle réalité. « Mais, Madame Laurent, balbutia-t-il, je ne suis qu'un petit mécanicien de quartier. Je n'ai pas de qualifications universitaires, pas de diplôme de gestion. » Sophie sourit, un sourire qui atteignait cette fois ses yeux clairs. « Antoine, j'ai fait vérifier la réparation de ma moto par 3 de nos meilleurs mécaniciens. Leur verdict ? Un travail parfait, une expertise rare, un dévouement que l'on ne trouve plus guère. Les qualifications se transmettent autant par l'expérience que par les diplômes. Vous avez la compétence et l'intégrité, vous me l'avez démontré sans équivoque. C'est ce qui compte le plus à mes yeux. » Un silence chargé d'émotions s'installa. Antoine, submergé, sentit les larmes monter. Il n'avait pas pleuré depuis la mort de son père. « Quand devrais-je commencer ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Sophie regarda sa montre. « Demain, si vous le souhaitez. Et pour votre loyer, ma secrétaire appellera Bernard Dupont dans l'heure. Il sera payé. Vous n'avez plus à vous soucier de ça. » À l'évocation du nom de Bernard, Antoine éclata en sanglots, des sanglots libérateurs qui emportèrent des années de frustration, de peur et de solitude. Sophie se leva, fit le tour de son bureau et posa une main douce sur son épaule, son regard empreint de compassion. « Parfois, Antoine, » murmura-t-elle, « l'univers a une drôle de façon de récompenser les bonnes personnes. » Antoine hocha la tête, incapable de parler. Il venait de comprendre que cette rencontre fortuite sous la pluie n'était pas seulement une aide passagère, mais la porte d'entrée vers une vie entièrement nouvelle, une vie qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Une vie où la gentillesse, la sienne, avait été le plus précieux des investissements.
Les premiers mois au sein de Laurent Motors International furent pour Antoine un véritable choc culturel, un plongeon brutal dans un monde qu'il ne connaissait que de loin, à travers les vitrines des Champs-Élysées. Le garage qu'il devait diriger n'avait rien à voir avec son humble atelier des rêves brisés. C'était un complexe ultra-moderne de 500 mètres carrés à Montreuil, un écrin de verre et d'acier étincelant de propreté. Les équipements étaient à la pointe de la technologie, des outils qu'il n'avait vus que dans des magazines spécialisés, certains pilotés par ordinateur. Il avait sous ses ordres une équipe de 8 mécaniciens, tous plus âgés, et au premier abord, plus expérimentés que lui. Leur regard, au début, était teinté de suspicion. Qui était ce jeune homme, sorti d'un quartier populaire de Paris, propulsé à la tête de leur atelier? Qui était ce petit mécanicien sans diplôme ronflant? Antoine, conscient des regards interrogateurs, ne répondit pas par des mots, mais par des actes. Quand il travaillait sur une moto, il était en parfaite osmose avec la machine, son attention totale, ses doigts lisant les caprices du métal et de l'électronique comme un livre ouvert. Il voyait des problèmes que d'autres, englués dans leurs habitudes ou leur arrogance, avaient ignorés. Il trouvait des solutions créatives et efficaces, démontrant une maîtrise technique qui sidérait même les plus chevronnés de ses nouveaux collègues. Mais au-delà de sa compétence, ce qui marqua les esprits, ce fut sa manière de traiter chaque client. Riche ou moins riche, tous étaient accueillis avec le même respect, la même écoute sincère. Il prenait le temps d'expliquer, avec des mots simples mais précis, ce qui n'allait pas avec leur moto, loin des jargons obscurs et intimidants. Il ne cherchait pas à vendre des réparations inutiles, prônant une honnêteté brutale, quitte à déplaire. Les clients, souvent des personnalités influentes, habituées à une certaine condescendance, étaient désarmés par sa simplicité et sa droiture. Sophie, la PDG, venait une fois par semaine au garage. Elle observait Antoine de loin, depuis son bureau vitré ou discrètement depuis l'arrière de l'atelier. Elle le voyait gérer les petits conflits au sein de l'équipe, arbitrer les désaccords techniques avec une patience infinie. Elle le voyait expliquer à une cliente exigeante le fonctionnement complexe de son système de freinage. Puis, quelques minutes plus tard, salir ses propres mains en démontant un moteur récalcitrant, loin de se contenter de donner des ordres. Chaque fois, un mouvement de tête, discret mais approbateur, trahissait sa satisfaction. Elle avait décelé en lui une intelligence émotionnelle rare, une capacité à inspirer confiance et à unifier. 6 mois après son arrivée, Antoine avait réussi un exploit. Le garage de Montreuil, auparavant efficace mais sans âme, était devenu le plus performant et le plus rentable de toute l'entreprise. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, mais plus encore, la réputation. Les clients, par un bouche à oreille devenu viral, demandaient spécifiquement à faire entretenir leur moto dans son garage, car ils savaient qu'ils y seraient traités avec une intégrité rare et une compétence indéniable. L'équipe, initialement sceptique, avait appris à le respecter, non pas comme un chef imposé, mais comme un leader naturel. Certains, les plus jeunes, le considéraient même déjà comme un mentor, cherchant ses conseils, imitant sa rigueur et son éthique de travail. Antoine avait trouvé sa place, non pas en reniant qui il était, mais en y puisant sa force. Un soir de mai, alors que les journées s'allongeaient et que les terrasses de Paris commençaient à s'animer, Sophie le convoqua dans son bureau aux Champs-Élysées. Cette fois, ce n'était pas seul qu'il la trouva. 2 autres figures importantes de l'entreprise étaient présentes. Marc Dubois, le directeur financier, un homme aux yeux froids et au sourire contraint, et Pierre Martin, le responsable des opérations, un technocrate précis et peu loquace. Leurs regards sur Antoine étaient difficiles à déchiffrer, un mélange de curiosité et d'une légère jalousie à peine voilée. Sophie, sans préambule, alla droit au but. L'entreprise était en pleine expansion. 10 nouveaux garages devaient ouvrir l'année suivante, répartis dans toute la France, de Lyon à Bordeaux, de Marseille à Strasbourg.
Il fallait un chef d'orchestre, une personne capable de superviser toutes les opérations techniques, de garantir que chaque nouvel établissement maintienne les mêmes standards de qualité, de service et d'excellence qui avaient fait la réputation de Laurent Motors. « Antoine !» annonça Sophie, son regard posé sur lui avec une confiance inébranlable. « Je veux que vous deveniez notre directeur technique national. » Le souffle d'Antoine se coupa dans sa gorge. National. Le terme résonna dans le grand bureau. Un salaire de 5 000 € par mois, poursuivit-elle, ignorant son silence sidéré. Un bureau personnel ici, sur les Champs-Élysées, une voiture de société, un budget discrétionnaire pour la formation et l'équipement de nos équipes. Et elle marqua une pause, une participation de 2% des actions de l'entreprise qui deviendront pleinement vôtres après 5 ans de service. Antoine, stupéfait, n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. 5 000 €, des actions, c'était un vertige. Il accepta, sa voix à peine audible, tout en luttant pour ne pas paraître trop ébranlé par l'ampleur de la proposition. Sa vie, il y a tout juste 6 mois, était une lutte pour 30 €. Aujourd'hui, on lui offrait une part d'un empire. Il sortit du bureau de Sophie, le cerveau en ébullition, sachant que ce nouveau chapitre serait encore plus exigeant, mais aussi infiniment plus gratifiant. Il ne savait pas encore que cette ascension allait aussi le propulser dans un monde de jalousie et de rivalité, où la gentillesse serait mise à l'épreuve par des forces bien plus obscures que de simples pannes mécaniques. Le nouveau poste de directeur technique national propulsa Antoine dans un tourbillon d'activités. Il voyageait sans cesse, de Lyon à Marseille, de Toulouse à Bordeaux, les gares et les aéroports devenant son second domicile. Chaque ville était une nouvelle équipe à former, un nouveau garage à évaluer, un problème technique complexe à résoudre. Il travaillait 14 heures par jour, mais pour la première fois de sa vie, la fatigue était douce. Il adorait ce qu'il faisait. Il ne s'agissait plus seulement de réparer des motos, mais de construire une vision, de transmettre son savoir-faire et ses valeurs à des dizaines de mécaniciens. Chaque succès, chaque jeune mécanicien qui progressait sous sa tutelle, chaque client satisfait était une récompense bien plus grande que l'argent. Il sentait qu'il faisait quelque chose d'important, qu'il contribuait à quelque chose de plus grand que lui-même, honorant ainsi la mémoire de son père et les principes qu'il lui avait inculqués. 1 an après cette nuit pluvieuse où Sophie Laurent avait poussé sa moto dans son garage, Antoine Dubois était méconnaissable. Il habitait un appartement simple mais décent dans le 18e arrondissement, loin de l'opulence des beaux quartiers, mais avec la satisfaction d'avoir échappé à la précarité. Il avait même économisé une somme confortable, inimaginable auparavant. Il s'était offert une toute nouvelle Triumph Truxton, la même que celle de Sophie, mais il n'oubliait jamais d'où il venait. Le plus important n'était pas l'argent ni les biens matériels, mais ce sens nouveau qu'il avait trouvé à sa vie. Chaque jour, il aidait d'autres personnes à mieux faire leur travail, à croire en leurs compétences. Chaque jour, il construisait quelque chose de durable, de valeur. Un soir de novembre, exactement 1 an jour pour jour après leur première rencontre, Sophie l'invita à dîner. Non pas un dîner d'affaires, mais un moment privilégié à 2, dans un restaurant élégant avec une vue imprenable sur la tour Eiffel scintillante. Le vin était coûteux, les fruits de mer frais, mais ce qui importait, c'était les mots. Ils parlèrent pendant des heures, non plus de l'entreprise, mais de leur vie, de leurs pertes, de leurs rêves les plus intimes. Sophie se confia à son tour. Elle avait commencé dans la vie sans rien, comme lui, son père aussi mécanicien, décédé jeune. Elle avait hérité de dettes et d'un petit garage délabré. Elle avait refusé de vendre, avait lutté, travaillé 20 heures par jour pendant des années, sacrifiant sa jeunesse, ses relations, tout. Mais elle avait bâti cet empire. Et cette nuit-là, quand sa moto était tombée en panne, elle avait été au bord de tout abandonner, épuisée, écrasée par le poids de ses responsabilités. Et puis, dit-elle en fixant Antoine avec une intensité troublante, j'ai rencontré un jeune homme qui n'avait presque rien, mais qui a tout donné sans hésiter. Vous m'avez rappelé pourquoi j'avais commencé, Antoine.
Vous m'avez rappelé qu'il existe encore des gens qui font ce qui est juste, simplement parce que c'est juste. » Antoine, ému, répondit qu'elle lui avait sauvé la vie. Sophie secoua la tête d'un léger sourire. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, Antoine. » À la fin du dîner, Sophie fit un geste inattendu. Elle sortit un document de sa pochette et le posa sur la table immaculée. C'était un contrat. Antoine était promu vice-président des opérations techniques avec un salaire de 8 000 € par mois. Et sa part d'action, 5%, mais cette fois acquise immédiatement, sans délai de 5 ans. Antoine regarda le document, incrédule. Il tenta de protester, de dire que c'était trop, qu'il ne le méritait pas, qu'il n'avait fait que son travail. Sophie le regarda droit dans les yeux. « Vous le méritez, Antoine, plus que quiconque je connaisse. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Antoine fit un détour. Il s'arrêta devant l'ancien garage de son père, l'atelier des rêves brisés, désormais fermé, abritant peut-être une nouvelle vie. Il regarda les fenêtres éteintes et murmura à son père, dans le silence de la nuit parisienne, qu'il espérait l'avoir rendu fier. 2 ans passèrent comme des mois. Antoine était devenu un pilier central de Laurent Motors. Il gérait désormais 15 garages dans toute la France, une équipe de près de 200 personnes sous sa direction. Il avait mis en place des systèmes qui avaient amélioré l'efficacité de 40%. Mais sa plus grande fierté était le programme qu'il avait créé, Seconde Chance. Tous les 3 mois, l'entreprise embauchait 5 jeunes issus de quartiers défavorisés, leur offrant une formation gratuite pour devenir mécaniciens professionnels. S'ils réussissaient, un emploi stable les attendait chez Laurent Motors. Antoine finançait personnellement une partie du programme avec son salaire. Sophie était immensément fière. Antoine incarnait les valeurs d'humanité et d'excellence qu'elle voulait pour son entreprise. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Marc Dubois, le directeur financier, voyait Antoine d'un mauvais œil. Il le jugeait trop généreux, trop naïf, trop sentimental. Le programme Seconde Chance, à ses yeux, n'était qu'un gaspillage de ressources, une perte de bénéfices. Un jour, Marc se présenta devant Sophie avec des dossiers remplis de chiffres et de tableaux. Il affirma qu'Antoine coûtait trop cher à l'entreprise. Ses politiques salariales généreuses envers les employés, ses investissements massifs en formation, tout cela réduisait les marges de profit. Il proposa carrément de licencier Antoine et de le remplacer par quelqu'un de plus pragmatique, de plus orienté vers les objectifs financiers. Sophie écouta en silence, un froid glacial montant en elle. Puis, elle dit simplement « Non ». Marc insista, brandissant des arguments économiques, accusant Sophie de laisser ses sentiments obscurcir son jugement commercial. Sophie rit, un rire court et mordant. Les sentiments, Marc, ce sont eux qui font une grande entreprise. Et Antoine reste. Marc ne se rendit pas. Une menace silencieuse s'installa. Il commença à saboter Antoine subtilement d'abord. Les approbations de budget se faisaient attendre, les problèmes bureaucratiques s'accumulaient, des rumeurs insidieuses commençaient à circuler dans les couloirs. Antoine n'était pas qualifié, il était là par pitié, par favoritisme de la PDG. Antoine commença à sentir la pression, cet isolement insidieux. Certains dirigeants le traitaient avec une condescendance à peine voilée, d'autres l'excluaient des réunions importantes. Il lui sembla que le sol se dérobait sous ses pieds, mais il continua de travailler, de donner le meilleur de lui-même, espérant que les résultats parleraient d'eux-mêmes, ignorant que l'orage, loin de se dissiper, ne faisait que se renforcer, prêt à éclater et à tout balayer sur son passage. L'atmosphère au sein de Laurent Motors devint de plus en plus lourde pour Antoine. Les chuchotements dans les couloirs se transformaient en murmures calculés. Les regards froids de Marc Dubois se muaient en manœuvres sournoises. Antoine sentait l'étau se resserrer autour de lui, la défiance grandir, mais il refusait de céder à la paranoïa. Il s'accrochait à ses principes, à l'excellence de son travail et à la confiance que Sophie lui accordait. Il intensifia ses efforts, veillant à ce que chaque garage tourne à la perfection, que le programme Seconde Chance continue de transformer des vies.
Mais l'adversité, souvent, ne frappe pas là où on l'attend. Le désastre survint, non pas à cause d'une de ses décisions directes, mais d'une faille insidieuse qu'il n'avait pas vue venir. Dans l'un des garages de Lyon, sous sa responsabilité indirecte, un jeune mécanicien récemment embauché commit une erreur effroyable. Il monta mal un système de freinage sur une Ducati Valuta, un modèle de luxe d'une valeur inestimable, appartenant à un collectionneur influent. Le client, lors d'une sortie sur un circuit privé, fut victime d'un grave accident. Il survécut, mais subit de lourdes blessures, exigeant une rééducation longue et coûteuse. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le client, furieux, engagea des poursuites judiciaires réclamant 1 million d'euros à l'entreprise pour négligence grave. Marc Dubois saisit l'opportunité avec une avidité à peine dissimulée. Il convoqua une réunion urgente du conseil d'administration, brandissant le cas comme la preuve irréfutable de l'incompétence et des dangers des politiques trop laxistes d'Antoine. Devant les membres du conseil, il présenta un dossier accablant, parsemé de chiffres alarmants et de conclusions tendancieuses. Il argua que cette erreur était la conséquence directe de la complaisance d'Antoine, de son acharnement à embaucher des jeunes sans expérience et de son manque de rigueur dans l'application des protocoles. « C'est ce qui arrive », déclara Marc d'une voix grave et posée, quand on privilégie la pitié à la compétence et les sentiments aux résultats. Monsieur Dubois est un danger pour notre réputation et nos finances. Je demande formellement son licenciement immédiat. Sophie, présente à la réunion, sentit la colère monter en elle, mais elle resta impassible. Quand son tour vint de parler, elle défendit Antoine avec véhémence. Elle rappela les succès du programme Seconde Chance, la transformation des garages sous sa direction, les profits records générés. Elle insista sur le fait que les erreurs, même graves, pouvaient arriver dans n'importe quelle entreprise et qu'un seul incident ne pouvait pas effacer des années de travail acharné et d'intégrité. Mais le conseil, influencé par les chiffres implacables de Marc et la peur des lourdes compensations, était inquiet. Les arguments de Marc, bien que perfides, étaient formulés avec une logique froide qui résonnait dans les esprits cartésiens. À l'issue d'un vote tendu, la décision tomba, brutale. 5 voix contre 4. Antoine Dubois devait être licencié. Sophie, le visage blême, mais le regard toujours aussi ardent, refusa de signer la décision. « En tant que PDG, prononça-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, je refuse de valider cette décision. Antoine Dubois reste. » Marc Dubois, un sourire froid et satisfait aux lèvres, la regarda avec une pointe de défi dans les yeux. « Si Madame Laurent place ses émotions avant la survie de cette entreprise, rétorqua-t-il d'une voix basse, mais audible, peut-être qu'il est temps que ce conseil réévalue sa capacité à diriger Laurent Motors. » La menace, cette fois, était ouvertement prononcée. Il ne s'agissait plus seulement d'Antoine, mais de Sophie elle-même. Il commença à parler secrètement aux autres actionnaires, semant le doute, suggérant qu'elle n'était plus apte à diriger, que ses sentiments aveuglaient son jugement. Sophie comprit alors l'ampleur du piège. Elle risquait de tout perdre en défendant Antoine, son entreprise, son œuvre, sa vie entière, tout ce pourquoi elle avait lutté avec tant d'ardeur. Ce soir-là, tard, elle demanda à Antoine de la rejoindre dans son bureau. Il entra, s'attendant au pire, le cœur lourd. Les rumeurs de son licenciement avaient déjà commencé à circuler, et les regards qu'il avait croisés dans les couloirs avaient été sans équivoque. Mais Sophie ne le licencie pas. Au lieu de cela, elle lui expliqua toute la situation, les machinations de Marc, le vote du conseil, la menace qui pesait sur elle-même si elle persistait à le protéger. Elle lui parla avec une honnêteté brutale, lui disant qu'il méritait toute la vérité. Antoine écouta en silence, le visage impassible, mais son esprit bouillonnait. Puis, il dit quelque chose que Sophie n'attendait pas. « Madame Laurent, commença-t-il, sa voix grave, « si ma présence met en péril tout ce que vous avez construit, alors je dois partir. » Sophie sentit les larmes monter à ses yeux. « Ce n'est pas juste, Antoine. Vous avez fait un travail incroyable. Une erreur de plus n'efface pas tout le bien que vous avez accompli. » Mais Antoine secoua la tête. « J'ai appris de vous, Madame Laurent, que parfois,
Il faut sacrifier ce que l'on veut pour protéger ce qui compte vraiment. Votre entreprise, ce sont des centaines de familles qui en dépendent. Sophie le regarda longuement, un mélange de désespoir et d'admiration dans ses yeux. Puis elle dit, d'une voix faible mais déterminée, qu'elle ne le licencierait pas. Elle trouverait un autre moyen. Et si le conseil la révoquait pour cela, qu'il en soit ainsi. Certains principes, certaines valeurs valaient plus que n'importe quelle position. Antoine quitta le bureau de Sophie, le poids de sa décision pesant lourd sur ses épaules. Il ne pouvait pas accepter que Sophie perde tout pour lui, mais il ne pouvait pas non plus laisser Marc gagner. Il devait trouver un autre moyen, une solution inattendue pour déjouer ce complot et protéger ceux qu'il respectait, il en était certain. L'heure de la bataille finale approchait. La nuit fut longue et cruelle pour Antoine. Il ne ferma pas l'œil, le plan de Marc tourbillonnant sans cesse dans son esprit. La loyauté de Sophie était un phare dans l'obscurité, mais il ne pouvait pas la laisser se sacrifier pour lui. Il fallait trouver une faille, un moyen de démasquer la machination. Il ne s'agissait plus de réparer des motos, mais de dévisser les rouages d'une trahison. Une énergie nouvelle l'envahit, alimentée par la colère et un désir viscéral de justice. Il devait agir, non pas pour se venger, mais pour protéger l'intégrité de l'entreprise et la femme qui lui avait tendu la main lorsque personne d'autre ne l'aurait fait. Les 2 semaines suivantes furent une course contre la montre, un véritable travail d'enquêteur. Antoine se plongea dans chaque dossier, chaque facture, chaque compte-rendu lié à l'incident de Lyon. Il parla à chaque employé du garage lyonnais, pas seulement le mécanicien en faute, mais aussi les réceptionnistes, les magasiniers, les techniciens du support. Il reconstruisit le fil des événements minute par minute, éplucha les emails, les fiches de poste, les registres d'embauche. Sous les strates de documents officiels, il commença à dénicher des détails troublants, des incohérences qui piquaient son sens aigu de la logique. La première, et la plus choquante des découvertes, concernait le mécanicien responsable de l'erreur fatale. Son dossier d'embauche était un mélange d'impressions de qualité médiocre et de signatures hâtives. Or, Antoine se souvenait parfaitement qu'il n'avait jamais personnellement validé cette embauche. Ces procédures, rigoureuses, imposaient sa signature pour toute nouvelle recrue qualifiée. En creusant, il découvrit que le mécanicien avait été embauché en urgence par une dérogation spéciale signée par Marc Dubois lui-même, contournant les filtres habituels. Mieux encore, l'individu en question était présenté comme un ami lointain du neveu de Marc. Ses qualifications étaient non seulement discutables, mais carrément falsifiées, des diplômes d'école technique qui n'existaient même pas, ou qui étaient d'une autre époque. Marc avait délibérément imposé cette recrue incompétente. Antoine serra les poings. Marc n'avait pas seulement voulu le mettre en difficulté, il avait orchestré la catastrophe. Mais Antoine ne s'arrêta pas là. La jalousie de Marc s'étendait au-delà de sa personne. En épluchant les budgets d'approvisionnement des pièces détachées et les contrats avec les fournisseurs, Antoine remarqua des variations de prix suspectes. Certains fournisseurs étaient régulièrement payés au-delà des prix du marché, et ces opérations étaient toujours validées par Marc sous des rubriques budgétaires complexes et difficiles à auditer. Avec l'aide discrète d'une jeune comptable du programme Seconde Chance, dont la loyauté envers Antoine était indéfectible, il décortiqua des centaines de transactions. Les preuves commencèrent à s'accumuler, irréfutables. Marc Dubois détournait des fonds de l'entreprise, pas des sommes insignifiantes. Il avait volé environ 500 000 € en 3 ans, en gonflant les factures et en empochant la différence à travers un réseau complexe de sociétés écrans. Antoine réalisait l'ampleur de la trahison, la profondeur de la noirceur de Marc. Il n'était pas seulement un saboteur, mais un criminel. Il rassembla toutes les preuves méticuleusement, des copies de documents, des captures d'écran d'emails incriminants, des relevés bancaires cryptés, des témoignages écrits d'employés qui avaient des doutes mais n'osaient pas parler. Tout était présenté avec la rigueur d'un expert, clair, concis, irréfutable. Un soir, après que le dernier employé ait quitté le bâtiment, il se rendit au bureau de Sophie, le cœur battant.
Elle était là, le visage fatigué, plongé dans ses papiers. Il posa le dossier sur son bureau. « Madame Laurent, j'ai trouvé. » Sophie le regarda, d'abord avec un mélange de surprise et de fatigue, puis ses yeux s'écarquillèrent en découvrant l'épaisseur du dossier. Elle ouvrit la première page, puis la deuxième, la troisième. Chaque document était une révélation, un coup de poignard. Le visage de Sophie devint de plus en plus pâle. L'incrédulité laissa place à une colère froide, une fureur silencieuse. Marc n'était pas seulement l'architecte de son malheur, mais un traître. Elle regarda Antoine, ses yeux emplis d'une gratitude immense, mais aussi d'une détermination nouvelle. La guerre était déclarée. Il était temps de révéler la vérité et de remettre les choses en place. L'aube de la rédemption se levait, mais la bataille s'annonçait âpre et sans merci. La tension palpable à Laurent Motors éclata en une tempête dévastatrice lorsque Sophie Laurent, son visage empreint d'une détermination glaciale, convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. L'invitation, laconique, laissait deviner l'importance cruciale de l'événement. Tous les membres étaient présents, y compris Marc Dubois, qui affichait une assurance trompeuse, persuadé que Sophie était au bord de la défaite. Antoine, assis discrètement à l'arrière, observait la scène, le dossier qu'il avait minutieusement préparé posé sur ses genoux. Sophie prit la parole, sa voix résonnant avec une force inattendue dans la salle feutrée. Elle ne parla pas des erreurs d'Antoine, ni des menaces qui pesaient sur elle. Au lieu de cela, elle fit une déclaration introductive sur l'importance de l'intégrité et de la confiance au sein d'une entreprise. Puis, sans plus attendre, elle sortit le volumineux dossier d'Antoine et commença à exposer les faits, chaque mot une lame effilée. Elle détailla la falsification des qualifications du mécanicien lyonnais, la signature de Marc, les dérogations illégales. Elle montra les documents signés de sa main, prouvant qu'il avait sciemment imposé une recrue incompétente, mettant en péril la sécurité des clients. Le visage de Marc vira au blanc, son sourire se figea, une expression de panique se peignant sur ses traits. Puis, Sophie passa à la deuxième partie du dossier, les malversations financières. Elle révéla les schémas de surfacturation, les pots de vin déguisés en contrats d'approvisionnement, les millions détournés par Marc au fil des ans. Elle projeta sur l'écran des graphiques complexes, des relevés bancaires caviardés, des correspondances internes qui prouvaient, sans l'ombre d'un doute, l'ampleur de sa fraude. Chaque membre du conseil, incrédule, voyait les preuves s'accumuler. Marc Dubois, voyant son monde s'effondrer, tenta de nier, de s'agiter, d'accuser Antoine de manipulation. Mais ses protestations étaient faibles face à l'énormité des preuves. Il balbutia des excuses, des tentatives de diversion, mais plus personne ne l'écoutait. Ses mensonges étaient flagrants, ses crimes indéniables. À la fin de la présentation de Sophie, un silence lourd et scandalisé s'abattit sur la salle. La trahison d'un dirigeant de cette envergure était inacceptable. Le vote fut unanime. Marc Dubois fut licencié sur le champ sans autre forme de procès et une plainte déposée auprès des autorités judiciaires. 2 semaines plus tard, l'homme qui avait comploté contre Antoine et Sophie fut arrêté, son empire de mensonges et de corruption s'écroulant autour de lui. Le conseil, honteux et soulagé d'avoir échappé à un scandale plus vaste, présenta ses excuses formelles et publiques à Antoine. Sa réputation était non seulement rétablie, mais magnifiée par son courage et son intégrité. Sophie, acclamée et réaffirmée unanimement dans son rôle de PDG, regarda Antoine avec un sourire triomphant. Elle le convoqua de nouveau dans son bureau, le même où il avait éclaté en sanglots quelques mois plus tôt. « Antoine, dit-elle, vous avez sauvé notre entreprise. Vous nous avez tous ouvert les yeux. » Elle posa un nouveau contrat sur la table. « Nous vous nommons directeur des opérations de toute l'entreprise, un salaire de 12 000 € par mois. Et les actions, bien sûr, avec une part encore plus conséquente. » Antoine, cette fois, accepta sans la moindre hésitation. Mais il fit une demande inattendue.
Madame Laurent, je vous remercie infiniment. J'accepte ce poste avec honneur. Mais je souhaiterais que la moitié de mon augmentation de salaire soit réaffectée au financement du programme Seconde Chance. Sophie le regarda, surprise mais touchée par son altruisme. « Je veux, » continua Antoine, son regard ardent, « que plus de jeunes aient la chance que j'ai eue. Je veux que d'autres personnes qui n'ont rien puissent croire en leur potentiel et trouver un chemin. » Le conseil d'administration, informé de cette décision, accepta sans discuter. Dans les mois qui suivirent, le programme Seconde Chance explosa. 50 jeunes furent formés la première année, 80 la deuxième. Beaucoup d'entre eux devinrent d'excellents mécaniciens, certains ouvrant même leurs propres ateliers, inspirés par l'exemple d'Antoine. Le programme devint un modèle, copié par d'autres entreprises à travers la France, un témoignage vivant de la puissance de la gentillesse et de l'investissement humain. Sophie regardait Antoine avec une fierté grandissante, mais aussi avec des yeux qui trahissaient une émotion plus profonde. Elle avait trouvé en lui non seulement un dirigeant exceptionnel, mais un homme d'une intégrité rare, un véritable leader capable d'inspirer les autres à être meilleurs. Et lentement, insidieusement, une révélation s'imposa à elle. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Les rouages du destin, si complexes, avaient réservé une dernière pirouette à leur histoire. Une pirouette qui allait transformer leur partenariat professionnel en un lien bien plus intime. 5 ans après cette nuit pluvieuse et bouleversante, Antoine Dubois avait 33 ans et était le directeur des opérations d'une entreprise qui comptait désormais 1000 employés et un chiffre d'affaires annuel de 200 millions d'euros. Laurent Motors s'était hissé au rang des entreprises les plus éthiques et innovantes de France. Le programme Seconde Chance avait formé plus de 300 jeunes, les transformant en professionnels et en citoyens responsables. Antoine, lui, n'oubliait jamais d'où il venait. Son passé, désormais, n'était plus un fardeau, mais une source de force et d'inspiration. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de Paris de nuances d'orange et de violet, Sophie invita Antoine sur le toit de l'immeuble principal de Laurent Motors. Une terrasse privée, cachée des regards, offrait une vue imprenable sur la Seine et la Tour Eiffel, scintillant déjà de ses premières lumières. Sophie avait préparé un dîner simple, intime. Ils mangèrent en silence, puis parlèrent de tout et de rien, de l'entreprise, de leurs rêves, de la ville qui s'endormait doucement sous leurs yeux. Puis Sophie se tourna vers Antoine, ses yeux d'un bleu profond, brillant d'une émotion nouvelle. « Antoine !» commença-t-elle, sa voix douce mais déterminée. « Je dois vous dire quelque chose d'important. » Antoine hocha la tête, le cœur battant, sentant que ce moment allait changer quelque chose d'essentiel. « Les 5 dernières années, » continua Sophie, son regard plongé dans le sien, « vous êtes devenue la personne la plus importante de ma vie. Pas seulement professionnellement, mais personnellement. Vous avez réveillé en moi quelque chose que je croyais mort. L'espoir, la foi en l'humanité et quelque chose de plus profond. » Antoine resta silencieux un instant, ses propres sentiments bouillonnant à l'intérieur. Il avait lui aussi ressenti cette connexion grandir, cette admiration se transformer en un attachement d'une nature différente. « Je ressens la même chose, Sophie, » répondit-il, sa voix rauque d'émotion. « Ces dernières années, chaque succès professionnel me semblait vide si je ne pouvais pas le partager avec vous. Vous n'êtes pas seulement mon mentor, mais la personne que j'aime. » Dans le crépuscule parisien, leurs lèvres se rencontrèrent. Un baiser doux et profond, scellant une promesse, celle de 2 âmes qui s'étaient rencontrées par hasard sous la pluie et qui s'étaient sauvées mutuellement. 1 an plus tard, ils se marièrent. La cérémonie, simple et élégante, se déroula à Versailles, dans un cadre plus intime. Tous les employés qui le souhaitaient étaient présents, formant une haie d'honneur pour le couple. Antoine insista pour que les jeunes du programme Seconde Chance soient des invités d'honneur, fiers et émus. Pendant le discours de mariage, Antoine raconta leur histoire, celle de cette nuit pluvieuse, de la femme désespérée poussant sa moto en panne, des 20 € offerts, de la réparation gratuite. Il parla de la gentillesse désintéressée, de l'investissement humain. Il déclara avoir appris une leçon fondamentale.
La gentillesse n'est jamais gaspillée. Elle revient toujours multipliée. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la façon dont on s'y attend, mais elle revient. Il invita chaque invité à se souvenir de cette petite vérité. Quand vous voyez quelqu'un en difficulté, quand vous avez l'opportunité d'aider, faites-le. Non pas pour attendre quelque chose en retour, mais parce que c'est juste et parce que vous ne savez jamais comment ce seul geste pourrait transformer une vie entière. 10 ans plus tard, Antoine et Sophie étaient les fiers parents de 2 enfants. Antoine était devenu co-PDG de Laurent Motors, partageant avec Sophie la direction d'une entreprise qui employait désormais 15 000 personnes à travers l'Europe. Le programme Seconde Chance avait formé plus de 2000 jeunes, leur offrant un avenir. Antoine n'oublia jamais son point de départ. Chaque année, à la date anniversaire de sa rencontre avec Sophie, il retournait à son ancien garage de Belleville. Il l'avait racheté et transformé en un centre de formation gratuit pour les jeunes mécaniciens des quartiers, un lieu où la transmission du savoir-faire et des valeurs était primordiale. Au-dessus de la porte, une plaque discrète arborait l'inscription « En mémoire de Vincent Dubois et pour tous ceux qui croient que la gentillesse peut changer le monde ». Parce qu'à la fin, c'est la vérité la plus simple et la plus puissante. Un seul geste de gentillesse peut sembler infime, insignifiant, comme une goutte d'eau dans l'océan, mais vous ne savez jamais quelle vie vous êtes en train de changer, quel avenir vous êtes en train de créer. Antoine avait donné 20 € et une réparation gratuite à une inconnue qui se révélera être Sophie. Et cette inconnue lui avait non seulement donné une vie nouvelle, mais ensemble, ils avaient offert des opportunités, de l'espoir et un chemin à des milliers d'autres personnes. Le cercle vertueux de la gentillesse s'était formé et il continuait de s'élargir pour toujours. Chers auditeurs, cette histoire d'Antoine et Sophie nous rappelle à quel point la vie peut être imprévisible. Elle nous pousse à réfléchir sur nos propres choix, sur la manière dont nous traitons les invisibles de notre quotidien, ces personnes qui, apparemment, n'ont rien à nous offrir, mais qui, comme Antoine, peuvent détenir les clés d'un avenir insoupçonné. Croyez-vous que la gentillesse est l'investissement le plus précieux? Avez-vous déjà osé tendre la main sans rien attendre en retour? Si cette histoire vous a touché, si elle a fait vibrer une corde sensible en vous, n'hésitez pas. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez ressenti. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, celles qui prouvent que le bien finit toujours par revenir et qu'un seul geste peut véritablement tout changer.